Alors, bonjour à tous. Un grand merci pour votre présence tout d'abord. Je suis Juliette Marceau, je suis junior fellow de l'Institut Open Diplomacy, plutôt intéressée par les sujets eurasiatiques et je suis en charge de modérer nos échanges d'aujourd'hui. Vous savez, sur la politique étrangère de l'Union européenne et plus particulièrement sur nos relations avec la Chine et avec la Russie. Pour introduire un peu le sujet, on sait bien que la défiance à l'égard de ces deux puissances grandit depuis maintenant plusieurs années et que la crise actuelle vient ajouter de la complexité à leurs relations diplomatiques avec le reste du monde, puisqu'elle initie ou confirme des tendances de fond dans les rapports de force globaux au sein desquels l'Europe doit plus que jamais trouver sa place. Pour traiter cette vaste question, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Mathieu Duchâtel, qui est directeur du programme Asie de l'Institut Montaigne, Tatiana Jean, qui est directrice du Centre Russie et Nouveaux États indépendants à l'IFRI, et Caroline Janvier, qui est députée du Loiret et présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Russie. Je peux peut-être laisser Thomas dire un mot de nos invités d'aujourd'hui. Merci Juliette. Oui, je voulais pas être très long, simplement remercier chaleureusement Tatiana, Mathieu et Caroline d'être présents. Pour nous, ce soir, c'est important. Juliette l'a dit, on a ce cycle de réflexion sur la politique étrangère de l'Union européenne qui se développe et qui progresse. Avec ce soir Tatiana qui, à l'IFRI, dirige ce programme et on travaille très, très régulièrement avec l'IFRI, dont le directeur Thomas Gomard est aussi membre de notre conseil d'orientation. Donc, on est très honoré de ta présence ce soir, Tatiana. Mathieu, on a eu l'occasion de coopérer il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant le confinement, lors d'un forum consacré aux régimes autoritaires, et tu étais venu intervenir sur les questions chinoises, sujet qui n'a pas désempli avec la crise du coronavirus et la diplomatie du masque que Pékin a apporté depuis lors. Je vous renvoie tous aux différents articles qu'on a pu publier sur le sujet. Et puis Caroline, qui à l'Assemblée travaille entre autres comme présidente du groupe d'amitié France-Russie et qui, à ce titre, nous fait l'honneur d'être là ce soir, en plus d'être membre de notre conseil d'orientation également. Donc, c'est très précieux de vous avoir tous les trois. C'est un cycle de réflexion qu'on va intensifier en faisant le tour des capitales. Régulièrement, on a eu l'occasion déjà de recevoir le numéro 2 de l'ambassade d'Allemagne pour parler de la politique étrangère de l'Union européenne, l'ambassadrice de Suède, on a déjà préparé des rendez-vous avec l'ambassadeur de Pologne, etc., etc. Le but du jeu étant de faire le tour complet de la question. Donc on ne manquera pas de vous faire connaître nos prochaines publications sur le sujet. Encore un grand merci d'être là et je repasse la parole à Juliette pour rentrer dans le vif du sujet. Merci Thomas. Donc, à titre indicatif, notre discussion de ce soir sera organisée en deux temps. Donc, d'abord, nos intervenants vont débattre pendant environ 40 minutes. Et ensuite, vous serez tous invités à poser vos questions dans le petit onglet conversation de Zoom. Et je me chargerai de les relayer. Je ne crois pas qu'on ait de sujet jusqu'à maintenant, mais je vous invite à vérifier tout au long de la session que vos micros sont désactivés. Et je pense que c'est à peu près tout sur l'opérationnel. Pour ouvrir le débat, ma première question sera plutôt transversale et générale. Thomas évoquait tout à l'heure la diplomatie du masque de la Chine. La Russie également s'est lancée au début de la crise dans une politique de solidarité en envoyant notamment du matériel médical et des experts en Italie au mois de mars. Ces actions ont été largement interprétées comme de la propagande en Europe et elles ont d'ailleurs ouvert la voie à nombre de commentaires sur la faiblesse de l'Union européenne face à la crise et sur son impossibilité de protéger ses pays membres. Plus récemment aussi, les conséquences des pratiques diplomatiques russes et chinoises qui sont largement basées, comme on le sait, sur la désinformation et sur la désorientation ont pris une place grandissante dans le débat public. De là donc ma première question. Considérez-vous que dans cette crise, les relations sino-européennes et russo-européennes ont atteint un point de non-retour?
Est-il souhaitable, selon vous, de poursuivre nos efforts diplomatiques dans ce contexte, à l'image de l'expression de Joseph Borrell dans Le Monde la semaine dernière, qui nous exhortait à maintenir la discipline au sein de l'Union européenne? Que pensez-vous de ces récents développements? Merci beaucoup. Peut-être Caroline Janvier peut ouvrir la discussion en tant que parlementaire. Très bien. Alors moi, je pense qu'il y a, de façon peut-être plus globale, et puis je reviendrai sur le sujet précis de la question, il y a un enjeu avec cette crise sanitaire, cette pandémie qui est assez inédite, ne serait-ce que par le fait qu'elle touche l'ensemble des pays. Il y a un enjeu de soft power et de compétition des modèles démocratiques, plus ou moins autoritaires, et finalement de stratégie. Et donc, en cela, je crois qu'il faut rester prudent sur les enseignements qu'on va pouvoir tirer de cette crise, puisqu'on en apprend un peu tous les jours sur les éventuelles recontaminations, deuxième vague, sur également aussi le nombre de morts. On a vu que pour la Chine, par exemple, un certain nombre de lanceurs d'alerte ou d'experts multiplient par 10 ou par 100 le chiffre officiel des autorités chinoises. Donc, sans ces éléments-là, sans et sans une entente aussi sur la façon dont on comptabilise le nombre de morts. Dans certains cas, les États comptabilisent les décès en EHPAD, dans d'autres, ça n'est pas le cas. Dans certains cas, on considère que c'est une pneumonie et pas le coronavirus. Donc, il va falloir, à mon avis, un peu de temps pour être en capacité de tirer ces enseignements-là, mais cette comparaison et ces enseignements qu'on pourra tirer sont, je dirais, majeurs aussi pour confirmer ou infirmer des tendances populistes, des attraits pour des gestions plus autoritaires, et aussi pour peut-être des aspects pour le coup plus techniques, plus concrets, comme par exemple la place de l'IA, de l'intelligence artificielle dans cette stratégie. À Moscou, ça a été beaucoup le cas. La stratégie russe s'est beaucoup appuyée sur la reconnaissance faciale, sur des outils aussi de géolocalisation pour identifier les chaînes de contamination. Donc, voilà, à mon avis, il y a un premier point important qui est là-dessus, c'est de dire qu'effectivement, il y a une très grosse, il y a une attente et il y a un enjeu très fort dans ces leçons-là. Sur le plan, pour le coup, de l'Union, des relations Chine, Union européenne, États-Unis, Russie, qui sont évidemment majeures, il me semble qu'il y a un certain nombre de tendances qui sont plutôt confirmées, de tendances qui étaient préalables à la crise, et notamment le fait que le couple russe-Chine confirme une forme de solidarité, ne serait-ce que dans la défense, par exemple, de la stratégie chinoise par les autorités russes, et dans l'exacerbation des tensions entre les États-Unis et la Chine, notamment sur la question de l'OMS. Voilà, bon, je ne vais pas être trop longue, mais en tout cas, je trouvais important de dire qu'effectivement, il y a un enjeu pour le coup politique, démocratique, qui me paraît très fort et qui finalement dépasse presque la question des relations bilatérales entre ces grands ensembles. Merci beaucoup. Tatiana, Jean, peut-être que vous souhaitez réagir pour rester dans la thématique russe avant de passer à la Chine avec Mathieu Duchâtel. Oui, merci beaucoup, et je vais commencer par dire quand même une phrase de remerciement publiquement pour l'organisation de cette manifestation virtuelle. En parlant de l'Union européenne et de la Russie, il faut commencer par dire que nous sommes en présence de deux ensembles régionaux qui sont parmi les plus touchés par cette crise, avec deux décalages, d'une part entre l'Union européenne et Moscou, et d'autre part entre Moscou et les régions. On voit bien que dans le temps, il y a à peu près 2-3 semaines de décalage. Et pour moi, cette crise épidémique n'est pas un point de rupture, mais plutôt un catalyseur qui contribue à révéler et accélérer les tendances de fond qui étaient déjà en cours. Ce que j'anticipe comme conséquence de cette crise, c'est premièrement l'affaiblissement de chacun. D'une part, de l'Union européenne, parce qu'on a manqué de solidarité, on a mis du temps à mettre en place les solutions communes, même si on voit bien que la France et l'Allemagne se rattrapent en quelque sorte aujourd'hui. Ça se passe aussi sur un fond de la relation transatlantique extrêmement complexe.
En Russie, c'est ses propres faiblesses qui sont vraiment mises en exergue. Et la Russie vit une multiple crise, parce qu'il y a en même temps aussi la crise économique qui est due à la chute du prix du pétrole sur le marché mondial, qui est due à son tour à l'échec de l'accord OPEP+. Or, on sait que l'économie russe est très dépendante de cette rente énergétique parce que les exportations russes sont composées à plus de 66% du pétrole et du gaz. Et l'Union européenne est l'un des premiers, c'est en fait pas l'un des, mais c'est le premier marché pour ce produit d'exportation russe. Donc, il y a un lien d'interdépendance qui est extrêmement fort sur lequel on peut revenir parce que c'est aussi une crise qui peut accélérer l'autre tendance, une tendance à la transition énergétique, à l'économie verte, etc. Et donc, la question sur fond de la relation entre la Russie et l'Union européenne est extrêmement importante. Deuxième tendance, c'est aussi l'affaiblissement de chacun, de l'Union européenne ou de la Russie, par rapport à d'autres acteurs globaux, et notamment face au duopole qui se dessine et qui va en s'accélérant aussi, c'est la Chine et les États-Unis. Or, il y a énormément de dépendance non seulement entre la Russie et l'Union européenne que j'ai mentionné, mais aussi à l'égard de l'Union européenne et les États-Unis. Le lien stratégique, le lien militaire, il est extrêmement fort, les liens économiques aussi. La Russie est très liée à la Chine. On pourra aussi revenir dans le débat sur cette relation. Mais voilà, la deuxième tendance, c'est quand même l'affaiblissement de ces deux acteurs par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Et troisièmement, ce qui peut en sortir de cette crise, c'est aussi l'affaiblissement de la relation Russie-Union européenne, qui peut devenir hors du champ des priorités, qui peut se réduire aux questions purement pragmatiques, économie, énergie, sans autre chose, aux intérêts, et on ne parlerait plus de valeurs. Hein. D'ailleurs, pour le ravissement de certaines forces dans l'Union européenne qui ne souhaitent plus parler des valeurs avec la Russie. Et c'est là où je viens à votre question sur les masques. On voit bien comment cette question qui est à la fois importante et en même temps c'est du détail, mais comment il cristallise les choses. Côté l'Union européenne, évidemment, c'est énormément de méfiance vis-à-vis de ce type de diplomatie qui souligne les faiblesses de l'Union européenne. On se pose aussi la question si le choix de l'Italie, bon évidemment c'est le pays qui a été le plus affecté au sein de l'Union européenne par le Covid, mais c'est aussi le pays avec lequel la Russie a traditionnellement de bonnes relations et probablement sur lequel elle compte pour briser le consensus européen qu'on se laisse un moment venu quand il faudra les revoter. Et on voit aussi en même temps la perte qui s'accélère encore de l'attractivité du modèle européen aux yeux des Russes. Je vais citer, une fois n'est pas coutume, Margherita Simonian, qui est la PDG de Russia Today, et qui, au début de la crise, a formulé ça dans un style qui lui est très propre et qui a dit on n'a plus rien à prendre de ce modèle de cette Europe qui chante confinée dans ses balcons. Il faut qu'on se tourne vers la Chine. C'est là où il y a le modèle d'avenir. Et c'est là où je rejoins entièrement Caroline Janvier, qui disait que les enjeux politiques, démocratiques sont extrêmement forts dans cette crise. Merci beaucoup, Tatiana Jean. Mathieu Duchâtel, est-ce que votre œil de sinologue, vous avez une analyse qui est parallèle en fait à celle de la Russie, ou est-ce que ça diffère un peu? D'accord, merci à vous d'abord et merci à Thomas de m'avoir convié à m'exprimer aujourd'hui. Je dirais que le terme que vous avez employé dans votre question de point de non-retour est sans doute un peu excessif pour caractériser la direction que prennent les relations Chine-Europe, mais c'est bien de l'avoir posé de manière un peu provocatrice. Donc la Chine est un objet quand même vraiment très particulier aujourd'hui dans la politique extérieure de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne, du fait de sa centralité absolue dans la crise du Covid. Je dirais plusieurs choses. D'abord que la crise du Covid-19
a lieu à un moment où les relations UE-Chine se crispaient sur un certain nombre de dossiers. Il y a eu toute une évolution de la politique chinoise de l'Union européenne sous la commission sortante qui a amené finalement certains dossiers à faire preuve d'un très grand désaccord sino-européen, que ce soit sur le déploiement de l'infrastructure 5G, sur la question des transferts de technologies forcés de l'Europe vers la Chine, sur la question des asymétries dans le domaine commercial, et aussi sur la très très grande difficulté pour l'Union européenne et pour la Chine de coopérer sur des questions internationales, malgré le discours qu'elles tiennent l'une et l'autre en soutien du multilatéralisme. Donc on avait quand même un contexte. Après, cette crise du Covid-19 a amené deux nouveaux sujets, ou a vraiment mis en valeur deux sujets dans les relations Europe-Chine qui finalement contribuent à cette détérioration. D'abord, il y a cette question qui est bien mise en valeur par la question des masques, de la différence ou de la compétition entre les modes de gouvernance. L'Union européenne qualifiait déjà la Chine depuis 2019 de rival systémique. On est dans une compétition de système de gouvernance du point de vue de l'Union européenne, mais aussi beaucoup, je pense que c'est important de le souligner, du point de vue de la Chine. Et ce qu'on a vu autour de cette crise du Covid-19, c'est la promotion par la Chine de manière particulièrement proactive de son modèle de gestion de la crise, alors même, et c'est là que les problèmes se sont vraiment mis en exergue, alors même que sa gestion à la fin du mois de décembre et dans tout le courant du mois de janvier pose véritablement de problèmes et amène à de nombreuses questions qui ont été posées par certains leaders européens, y compris par le président Macron. Derrière cela, il faut, sur la question des masques, rappeler quand même que la Chine a réalisé une véritable prouesse. Elle est passée d'une production journalière de masques de 20 à plus de 200 millions, ce qui lui permet en réalité de mettre en œuvre cette diplomatie des masques. Alors elle l'a fait par la mobilisation de son capitalisme d'État, mais aussi parce que des entrepreneurs privés se sont saisis de cette occasion et ont pu s'appuyer sur des chaînes de production existantes pour les détourner et les adapter à cette nécessité du marché. Donc il y a eu là un effort qui paie, mais qui a été mené avec, disons, avec excès et avec de nombreux couacs. Des couacs sur les questions de certification, on a eu beaucoup d'exemples, mais aussi des couacs dans la communication politique autour. Et c'est là qu'on a un sujet qui était avant plutôt quand même un sujet sur les relations Europe-Russie, qui est venu vraiment se fixer au cœur des relations UE-Chine, c'est celui de la désinformation et de ce que les Chinois appellent eux-mêmes finalement la diplomatie du loup combattant, par référence au blockbuster, le film à grand succès qui raconte une évacuation de ressortissants chinois de la Corne de l'Afrique de manière véritablement musclée. Et c'est un peu une histoire franco-chinoise, mais qui a un impact sur toute l'atmosphère de la relation Europe-Chine. On a vu Joseph Borrell parler de bataille des récits, souligner qu'il fallait résister à ces efforts de désinformation chinois. Donc on a véritablement ce sujet qui se place au cœur aujourd'hui de la relation. Et j'ajouterai un dernier mot sur ce sujet, qui est sur l'émergence d'un nouveau dossier. Et là, on rebondit sur la question des investissements, de la symétrie, des transferts de technologies, sur le cœur finalement de la relation Chine-Union européenne, qui est le commerce et l'investissement. C'est la question de la dépendance envers la Chine pour ce qui est de certains matériels, certains équipements médicaux. Alors, c'est vrai pour les masques, c'est vrai aussi pour certains équipements de protection du personnel hospitalier. Et là, finalement, les pratiques de délocalisation et le succès, finalement, de la puissance industrielle chinoise ont mis l'Europe face à une nouvelle question et face à un nouvel horizon politique, puisque maintenant, l'objectif a été déterminé avec clarté. Il s'agit de réduire cette dépendance. Merci beaucoup. Pour réagir toujours sur la question de la Chine, à l'actualité un peu plus chaude depuis quelques jours, on peut lire de nombreux récits qui concernent l'entrisme de la Chine au sein de l'OMS,
L'entrisme de la Chine au sein des Nations Unies avait déjà, depuis quelques années, fait l'objet de beaucoup de commentaires. Comment est-ce que, compte tenu de la situation que vous venez d'exposer et compte tenu de cette politique assez volontariste au sein des institutions internationales, comment est-ce que l'Europe peut se positionner face à un rival systémique qui semble aussi puissant, alors même que l'Europe semble aussi faible aujourd'hui? Alors, c'est une question de compétition entre coalitions. On le voit là à l'Organisation mondiale de la santé, autour de l'Assemblée mondiale de la santé qui a eu lieu hier et aujourd'hui, qu'il est extrêmement difficile d'imposer un agenda à la Chine. L'opposition s'est cristallisée sur deux sujets. D'abord, il y a la question de la participation de Taïwan comme observateur à l'Assemblée mondiale de la santé, qui est un sujet extrêmement sensible du point de vue chinois, mais sur lequel l'Europe s'est positionnée, alors pas de manière entièrement unie, puisque la Hongrie a un petit peu brisé les rangs de l'Union européenne sur le sujet, mais en soutien d'une invitation à Taïwan pour que Taïwan devienne observateur de l'Assemblée mondiale de la santé. Les statuts sont pas entièrement clairs sur la question, mais ce que montre la pratique, enfin, ce que les statuts disent, c'est que la responsabilité d'inviter des observateurs est celle du directeur général de l'OMS, le docteur Tedros, dont chacun sait qu'il est extrêmement pro-chinois et qui doit son élection à la diplomatie de la Chine, donc aucun espoir de ce côté-là. La diplomatie de coalition ne fonctionne pas en réalité. On ne peut pas imposer au directeur général, s'il ne le souhaite pas, d'inviter Taïwan comme observateur à l'Assemblée mondiale de la santé. Donc sur ce plan-là, il est vraiment difficile de remporter, disons, la partie contre la Chine, puisque le rapport d'influence est plutôt à l'avantage de la Chine. Il y a la deuxième question liée à l'OMS et à l'Assemblée mondiale de la santé, qui est celle de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à Wuhan dans le courant du mois de décembre et dans le courant du mois de janvier. Là, il y a une énorme controverse qui finalement crée énormément de défiance à l'égard de la Chine du fait de son manque de transparence assez fort, et on le dit beaucoup aujourd'hui aussi du fait de la décision des gouvernements provinciaux de la province du Hubei et de Wuhan d'empêcher l'information de sortir dans le courant du mois de décembre, dans le courant du mois de janvier, aussi dans les efforts de la Chine pour empêcher en réalité l'Organisation mondiale de la santé de dire plus tôt, d'enquêter plus tôt et de dire on a là un coronavirus d'un type nouveau qui est contagieux pour l'homme. Quand on regarde ce qu'ont fait des pays d'Asie orientale, je pense à la Corée du Sud, à Singapour ou à Taïwan, dès le début du mois de janvier, leur politique, c'est de dire, c'est d'assumer qu'il s'agit d'un virus qui est transmissible à l'homme. Et beaucoup de pays, finalement, attendent la recommandation de l'OMS. C'est le cas d'ailleurs de la France. Quand l'OMS ne dit pas qu'il s'agit d'un virus qui est contagieux pour l'homme, ben on a tendance à faire confiance à l'OMS. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Les États-Unis ont donné la charge pour exiger une enquête, pour clarifier véritablement ce qui s'est passé à Wuhan, dans le Hubei et dans les relations Chine-OMS. Et là, on a un pouvoir d'empêchement du côté chinois qui va sans doute contrecarrer ces projets. Donc il est vraiment difficile, et je réponds de manière strictement limitée à l'OMS et à la diplomatie autour de l'Assemblée mondiale de la santé, de pousser ces agendas-là, mais je pense que le sujet est aussi à la fois politique et sur la question des perceptions. Il y a une question pour reprendre le terme de Borrell, de bataille des récits sur le sujet, où on a un désaccord quand même assez net avec la Chine sur la manière dont on comprend l'histoire de cette épidémie. Merci beaucoup. Même si on essaye d'être transversaux au maximum, c'est vrai que les pays ont des particularités tellement fortes qu'il est bien quand même de faire le balancier entre les deux dans la discussion. Pour revenir à la Russie, du coup, et c'est d'ailleurs peut-être allié avec cette fameuse bataille des récits, depuis quelque temps, Vladimir Poutine donne l'image d'un président extrêmement affaibli, évidemment par la crise en cours, puisqu'on a d'un côté l'effondrement du prix du baril de pétrole dans une économie qui est extrêmement dépendante des hydrocarbures. On a eu le report de la 75e, enfin de la cérémonie, pardon, du 75e anniversaire de la victoire du 9 mai, et surtout, comme vous l'avez dit,
Tatiana Jean, on a une progression assez spectaculaire de l'épidémie en Russie. Donc du coup, plutôt pour Tatiana Jean et Caroline Janvier, est-ce que vous partagez cette analyse d'un affaiblissement de Vladimir Poutine sur la scène domestique? Et selon vous, quelles seront à long terme les conséquences de cette séquence sur la relation russo-européenne? Qui vous voulez qui commence, Madame Janvier ou moi-même? Peut-être vous-même, du coup, puisque vous avez pris la parole. Il n'y a pas de problème. Alors, Vladimir Poutine extrêmement affaibli, je ne formulerai pas les choses de cette manière. Vladimir Poutine a toujours eu la capacité de rebond et de surprise stratégique, même si, en effet, je pense que la crise que la Russie est en train de vivre est parmi les plus difficiles et les plus lourdes depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir. Et comme j'expliquais au début, c'est une crise qui a plusieurs facettes. La crise économique d'une part, liée à la chute du prix de pétrole, la crise sanitaire, et il faut dire, ça paraît évident que les autorités russes ont mesuré l'ampleur et l'impact de la crise assez tardivement. Si cette prise de conscience aurait été faite plus tôt, je pense que la Russie, d'une part, ne sortirait pas aussi facilement du deal de l'OPEP, parce que, à mon avis, les autorités russes voyaient bien la pression sur le prix par l'offre, mais pas par la demande. Ils n'ont pas anticipé que les principaux marchés de consommation pour les hydrocarbures russes allaient être affectés à ce point-là. Et une autre preuve de cela, c'est que le 17 mars, Vladimir Poutine donnait une date pour le vote populaire, pour achever, mettre le point final à la réforme constitutionnelle le 22 avril. Donc, au moment où la Russie entrait où la France était déjà en fait en confinement, Vladimir Poutine donnait cette date d'avril et a priori estimé que ce sera possible, même si évidemment les précautions rhétoriques ont été prises, il a dit si les conditions sanitaires le permettent. Et ça m'amène à la troisième facette de cette crise ce n'est pas vraiment une crise politique, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement problématique. C'est que le 15 janvier, Vladimir Poutine a lancé la réforme constitutionnelle. Il y a plusieurs étapes qui ont été menées. Il y a eu ce bouquet final avec les amendements qui a été déposé par la première femme cosmonaute, Valentina Tereshkova, et qui ouvrait la porte en fait à Vladimir Poutine pour qu'il puisse rester au pouvoir pour 2 autres mandats. Donc potentiellement, c'est la porte ouverte à ce qu'il reste président jusqu'à 2036. Or, le problème, c'est que comme ce vote du 22 avril a été reporté, le point final légal qui légitime ce processus n'a pas été posé. Et plus le temps passe, plus ce sera difficile d'organiser ce vote avec les résultats que souhaitent les autorités russes, que souhaite le Kremlin. C'est probablement l'une des raisons pour laquelle il y a la recherche aujourd'hui de différentes solutions, le vote par correspondance par exemple, qui serait malheureusement bien moins traçable pour les observateurs. Donc voilà, les 3 facettes de la crise qui font qu'on observe aujourd'hui l'érosion du taux de popularité de Vladimir Poutine. Je ne dis pas la chute, je dis bien l'érosion. Et ce taux de popularité, bon, c'est extrêmement difficile de mesurer par les sondages dans un pays autoritaire, même avec un autoritarisme soft. C'est jamais. Il faut prendre les sondages avec beaucoup de précautions, hein, parce qu'il y a un quart de Russes qui avoue de ne pas dire la vérité face aux sondeurs. Mais néanmoins, il faut comparer les choses comparables. Hein, donc le taux de popularité de Vladimir Poutine, pas avec les leaders occidentaux, mais avec lui-même. Il a pu connaître, après l'annexion de la Crimée, les taux de popularité qui flirtaient avec 90%. Aujourd'hui, les sondages du Centre Levada affichent 59%. Et cette érosion est progressive depuis l'annonce de la réforme de retraite à l'été 2018. Il y a différents facteurs qui s'ajoutent peu à peu. Et la crise actuelle, sans être encore, en tout cas,
complètement critiques ou menées à des protestations de masse dans la rue, au renversement de régime, etc., mais montre bien qu'il y a cette érosion de la légitimité aussi du régime et des élites. C'est plutôt dans les sondages, quand la question est posée d'une manière indirecte, que ça transperce assez fortement. Par exemple, quand on demande s'il faut imposer une limite d'âge à la fonction présidentielle en Russie, la grande majorité des Russes, aujourd'hui 62%, répondent oui. Et c'est aussi le cas quand on demande si le pays va dans la bonne direction ou pas. Le pays est très clivé et partagé vraiment en deux parties presque égales qui ont des avis opposés sur le chemin que prend la Russie. Voilà, donc des fragilités, une érosion du taux de popularité sans que ce soit critique à ce stade, y compris pour la raison parce que les Russes ne voient pas finalement aucune alternative politique. Hein. Ce n'est pas Alexei Navalny, l'opposant considéré comme l'opposant principal, le régime. Ne laisse pas le défi, ne représente pas le défi politique pour le pouvoir de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, je trouve l'opposition russe assez, comment dire, présente, mais pas suffisamment forte, avec les messages plutôt marginaux et pas les grands messages généraux sur la façon de gérer. Merci beaucoup. Caroline Janvier, est-ce qu'en tant que parlementaire, vous partagez cette analyse? Et si oui, comment est-ce que vous voyez les conséquences de cette érosion de Vladimir Poutine sur la relation entre l'Europe et la Russie? Alors oui, très nettement, les chiffres sont assez clairs. Le président Poutine a perdu 10 points en popularité. Cela étant, je pense que cette crise sanitaire, elle va mettre à l'épreuve tous les gouvernements, hein, quel que soit le modèle politique. Ce qui va, à mon avis, compter beaucoup, ça va être les suites, et notamment les suites économiques. C'est souvent ce qui joue en matière de popularité. Et sur ce plan-là, la Russie est dans une situation un peu à part, d'une part parce qu'effectivement elle part d'une situation un peu compliquée avec la baisse du baril de pétrole qui fait que ses capacités budgétaires sont très limitées puisque le vote du budget de l'État il se fait en fonction de, je crois que c'est 42 $ le baril, donc là nécessairement il y a des recettes qui sont manquantes pour mener à bien tout ce qui devait être financé par l'État russe. Mais d'un autre côté, la Russie est nettement moins endettée que beaucoup de pays européens et en premier lieu la France. Le président Poutine a été beaucoup moins loin dans les mesures de soutien que ce qu'ont fait les pays européens là encore. Et donc, ils ont des réserves, je dirais une marge de manœuvre supplémentaire pour, au bon moment, quand les entreprises seront trop en difficulté et les citoyens trop en difficulté, sortir de l'argent public. Donc, les suites économiques, à mon avis, voilà, vont être intéressantes. Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est la façon dont, puisque on se rappelle qu'en 2014, en effet, c'était grâce à un positionnement très, agressif sur la scène internationale, notamment en Crimée, que finalement Poutine avait retrouvé de la popularité. Moi, je regarde de très près là, les déclarations là aujourd'hui de Sergueï Ryabkov sur qui dénonce les attaques américaines sur l'OMS. Donc finalement, c'est à la fois curieux puisque la Russie, qui a longtemps considéré que le multilatéralisme était un peu le cheval de Troie de l'impérialisme américain, aujourd'hui vient à sa défense, mais en légitimant finalement aussi les velléités chinoises de prendre, ou en tout cas d'influencer cette organisation. Donc, voilà, moi j'attends aussi un peu de voir comment la Russie, et notamment Poutine, s'il ne parvient pas à enrayer sa chute de popularité, est-ce qu'il va encore utiliser cette arme et notamment son armée, puisqu'on sait qu'il a énormément investi, et c'est aussi ça qui a mis en difficulté son économie, hein, il a énormément développé les dépenses en défense, ils se sont beaucoup impliqués sur beaucoup de théâtres d'opérations en Afrique, au Moyen-Orient, donc il y a une envie très forte de peser et qui a plutôt bien réussi, hein, notamment en Syrie, sur ces relations. Donc voilà, quels vont être ces leviers?
comment est-ce qu'il va les utiliser, et encore une fois, comment en comparaison vont ressortir les gouvernements européens, l'Union européenne qui en effet a mis un peu de temps à démarrer et qui au début a fait preuve plutôt comment dire, d'un manque de solidarité entre les États. Donc la Russie évidemment a eu beau jeu de dénoncer ce modèle. Voilà. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes et que les inconnus très forts du côté américain, du côté chinois vont aussi vont être des facteurs déterminants. Et à titre personnel, moi, en tant que, évidemment, présidente du groupe d'amitié France-Russie, je considère, et c'est ce que je porte notamment là, dans un rapport que je vais bientôt remettre à la Commission des Affaires européennes, où je siège, que l'Union européenne doit davantage considérer la Russie comme un interlocuteur stratégique. Voilà. Un interlocuteur avec lequel elle a évidemment des différences, notamment dans tout ce qui regarde la mission un petit peu de l'Union européenne de porte-parole d'un certain nombre de valeurs, mais sur un certain nombre de sujets, notamment sur les sujets géopolitiques, moi je considère qu'il faut qu'on avance sur le sujet des sanctions, sur la façon dont on dialogue de façon plus régulière avec la Russie, et qu'il faut qu'il y ait à l'échelle continentale incluant la Russie, finalement une forme sur un certain nombre de sujets, notamment de défense, de rapprochement, mais encore une fois, qui ne fasse pas l'impasse de nos désaccords qui sont évidemment patents. Merci beaucoup, Caroline Janvier. Peut-être pour clore cette première partie de la discussion, Mathieu Duchâtel, pardon, vous pouvez réagir, puisqu'on a parlé du président russe. Quels sont les sujets pour Xi Jinping aujourd'hui, et est-ce que l'enjeu de l'incarnation, si je puis dire, sont les mêmes entre la Chine et la Russie, et est-ce que finalement on peut retrouver une forme de transversalité, et est-ce qu'on peut trouver des points communs en fait tout simplement dans nos relations à ces deux pays, que ce soit par leurs dirigeants ou autres? Alors, il y a d'abord un agenda de politique intérieure qui va être arrêté dans les prochaines semaines, puisque la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, qui en particulier joue le rôle crucial d'arrêter les décisions budgétaires, va avoir lieu dans les prochains jours, et on saura l'étendue du plan de relance chinois. La Chine, jusqu'à présent, a été plutôt modérée dans sa réponse, en particulier par comparaison, bien sûr, avec la crise financière de 2008-2009, où son plan de relance de plus de 12% du PIB avait vraiment fait une différence forte. Elle avait vraiment pris la voie du stimulus à l'époque. Elle semble moins engagée sur cette voie aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats autour. Et il y a une véritable question qui se pose pour la Chine, parce que alors que le retour à une certaine normalité se fait avec des mesures de sécurité très contraignantes pour l'exercice de la puissance industrielle chinoise dans les usines, il y a aussi un vrai problème de marché d'exportation pour la Chine. Donc, il y a une véritable question de ralentissement de la croissance. La Chine pourrait ne pas éviter une récession. Et rappelez-vous ce qu'on disait il y a 10-15 ans, qu'il fallait 7% de taux de croissance du PIB pour assurer l'absorption des nouveaux entrants sur le marché du travail. Donc, on a une véritable question de maintenir ce rythme, en réalité, maintenir ce rythme sur tous les sujets. Comment faire avec une croissance faible? Comment gouverner ce pays avec une croissance faible? C'est une problématique véritablement très forte. Après, il y a un agenda de politique internationale qui est véritablement complexe, avec la compétition sino-américaine qui était déjà très vive sur de nombreux sujets, que ça aille du commerce et des questions de transfert de technologie, bien sûr, aux questions de sécurité régionale en Asie, qui prennent là une dimension supplémentaire, puisque on pourra peut-être en parler plus en détail, mais la question de la guerre technologique est véritablement un défi. Et les mesures annoncées la semaine dernière par le département du commerce, alors bien sûr, il faut voir comment elles vont être mises en œuvre en pratique, mais pourraient faire extrêmement mal à Huawei cette fois-ci. Ça n'a pas été le cas dans le passé.
On est là dans quelque chose qui touche au cœur de la compétition sino-américaine, la domination des technologies de l'information, de la nouvelle génération de technologies du numérique qui va se coaguler autour de l'infrastructure 5G, donc que ce soit cloud, intelligence artificielle, et bien sûr leurs implications, non seulement en termes de domination économique et commerciale, mais aussi en termes de domination militaire. Donc on a là véritablement deux sujets extrêmement stratégiques et compliqués pour le président chinois. Merci beaucoup. Je vous propose, sauf si vous avez un dernier propos à ajouter peut-être, Tatiana Janvier, Caroline Janvier, pardon, Tatiana Jean ou Mathieu Duchâtel. Je peux vous laisser conclure si vous le souhaitez. Et pendant ce temps, j'invite tous les participants à poser leurs questions dans l'onglet conversation en mentionnant éventuellement à qui leur question est adressée. Et peut-être que quelqu'un souhaite dire un mot de conclusion de cette première partie des échanges, ou éventuellement Thomas, si quelqu'un souhaite dire un mot. Je dirais peut-être juste un mot, parce que le sujet n'a pas encore été abordé, et je serais très, très intéressé d'écouter aussi les autres panélistes sur la question. C'est sur la nature de la relation Chine-Russie. Alors, vu de Chine, pour ce qui est de ma perspective personnelle, je trouve que cette crise du Covid montre à la fois l'importance stratégique de la Russie pour la Chine, l'importance d'avoir un allié véritablement fiable qui soutiendra les positions chinoises dans les organisations internationales, qui se positionnera auprès de la Chine quand elle sera attaquée par les États-Unis sur des sujets extrêmement sensibles. Alors, on a là véritablement une fiabilité dans la relation, mais je dirais aussi qu'elle met un peu en valeur les limites de ce que peut apporter la relation sino-russe par rapport aux priorités stratégiques de la Chine. Alors, j'ai parlé de relance intérieure et de dossiers de compétition technologique. Sur ces deux dossiers-là, la Chine est quand même un peu seule. On voit bien qu'on n'est pas là sur des dossiers comme, par exemple, la compétition des systèmes de gouvernance ou l'opposition aux agendas de promotion de la démocratie, des valeurs libérales des États-Unis et de l'Europe, sur lesquels la Chine et la Russie peuvent être très soudées. Sur des dossiers comme ça, je dirais que la Chine est esseulée, alors que les États-Unis peuvent quand même compter sur leur réseau d'alliances, et en particulier, alors pour ce qui est du sujet technologique du Japon, et ça fait une différence, je dirais, majeure dans cette compétition sino-américaine. Voilà, j'ouvre ce sujet peut-être pour la suite de la conversation. Alors, merci beaucoup. On a une première question qui est arrivée sur la conversation de groupe et qui concerne... alors, pardon, je la lis en même temps puisqu'elle est assez dense. Alors, c'est justement du coup sur la relation sino-russe et sur le déséquilibre quelque part entre ces deux puissances, puisque, et c'est pas nouveau, la question parle de junior partner de Pékin en parlant de la Russie, et si c'est une volonté réelle du gouvernement russe de conserver cette position vis-à-vis de la Chine. Et la question ouvre donc à celle d'une troisième voie via un partenariat stratégique avec l'Europe. Donc, je ne sais pas qui souhaite prendre cette question en premier, qui est assez vaste. Je peux essayer de commencer à répondre, de donner des éléments sur la relation Russie-Chine qui est extrêmement vaste. Hein. Ça, il faudrait une séance à part pour traiter cette relation tellement elle est multiforme, pour reprendre le terme cher à Josep Borrell. D'une part, cette relation, elle n'est pas nouvelle et elle a sa dynamique propre. Elle ne dépend pas de la dégradation de la relation Russie-Occident, etc. Ce n'est pas un simple pendant, c'est bien antérieur à la dégradation des relations en 2014 entre la Russie et l'Union européenne, qui a probablement servi de catalyseur supplémentaire.
et qui a permis à la Chine d'obtenir certaines choses que la Russie a refusé pendant longtemps d'accorder à la Chine, comme la vente des armes, par exemple, un certain nombre d'équipements militaires de pointe qu'elle ne voulait pas vendre à l'origine, ou la laisser investir dans certains secteurs stratégiques, y compris le secteur énergétique. Donc, on sait que le projet Yamal LNG s'est fait avec les financements chinois. Je résumerai cette relation entre les deux comme peut-être pas toujours ensemble, mais jamais l'un contre l'autre dans ce duopole. La coopération est efficace dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a une coopération énergétique qui est très complémentaire. Une coopération économique, bon, il y a une chute de 30% liée à la crise sanitaire, ce qui est tout à fait logique. Mais néanmoins, la Chine a été celui qui a fait des achats supplémentaires du gaz russe récemment, en mars-avril. Il y a des craintes en Russie qui s'expriment sur l'asymétrie flagrante entre la Chine et la Russie, économique, stratégique, etc. Donc la parade qui a été trouvée, la parade entre guillemets, c'est de continuer aussi à développer en même temps les relations avec d'autres puissances asiatiques, notamment l'Inde, le Japon. L'Inde reste le premier acheteur des armes russes, mais aussi les pays de l'ASEAN. Depuis le début de la crise, on voit que les deux pays se sont ménagés énormément. Il y avait des points pour se fâcher. La Russie a fermé la frontière, ce que d'autres pays asiatiques plus petits n'ont pas osé faire. Et là aussi, il y avait un petit point de tension autour le rapatriement des personnes d'origine chinoise dans le pays. Donc la Chine a minimisé ces tensions, n'a pas du tout mis l'accent là-dessus. De son côté, la Russie aurait pu reprocher à la Chine de ne pas prévenir assez suffisamment dans le cadre de ce partenariat si étroit de la propagation du virus, de ne pas transmettre les matériaux nécessaires pour l'analyse et la préparation de vaccins. Pareil, la Russie de son côté a minimisé ces divergences. Et le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, aujourd'hui défend les positions de la Chine et estime inadmissible que l'Occident, l'Europe, doutent de l'origine du virus et réclament des enquêtes. Voilà, donc c'est une crise qui, au stade actuel, confirme plutôt ce partenariat. Mais néanmoins, donc avec les interrogations, comme je disais, côté russe, qui ne sont pas toujours dans l'espace public, mais il suffit de creuser un petit peu, les interrogations et les craintes qui sont quand même présentes à moyen et long terme, et qui sont présents aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle et du G5, parce que de toute évidence, la Russie ne sera pas autonome. Elle a mis l'accent sur l'autonomie stratégique dans beaucoup de domaines, mais dans le domaine de l'intelligence artificielle de G5, ce n'est pas le cas, l'horizon prévisible. Donc, il y aura cette dépendance forcément de la Chine. Je ne monopolise pas la parole, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais laisser les autres s'exprimer. Oui. Pardon, n'ayez pas peur de monopoliser la parole. Je fais le maître du temps. Caroline Janvier, pardon, je vous ai interrompu, mais c'est extrêmement intéressant du coup d'avoir votre retour sur cette analyse. Oui, alors sur le sujet, en effet, finalement, vers qui va se tourne la Russie, c'est un sujet qui historiquement a fait beaucoup, auquel ont beaucoup réfléchi les intellectuels, les diplomates russes. Il y a toujours eu, je dirais, un peu trois tendances. Une avec plutôt le fait de considérer la Russie comme faisant partie d'un espace eurasiatique et donc et ce qui donc conduit à mettre en place des unions économiques et des partenariats. Aujourd'hui, on voit avec la Chine. Une autre tendance qui est plutôt tournée vers l'Europe. On a vu notamment au moment de Pierre le Grand une fascination aussi pour les valeurs et le modèle européen. Et une troisième qui est plutôt le repli nationaliste, le repli sur l'identité, pour le coup, purement slave. Moi, j'ai le sentiment que finalement, le choix un peu de cœur de la Russie ces dernières années, c'est plutôt
l'Union européenne et le choix de raison, la Chine. Pourquoi? Parce que la Russie a essayé, et au départ, dans les années 2000, quand Poutine est arrivé, moi je me souviens de certaines couvertures, il faisait la couverture de The Economist, on le voyait comme un peu un leader d'un nouveau type, et il exerçait une forme de fascination aussi dans les démocraties européennes. Tout ça s'est un peu dégradé à partir de 2008, et puis avec évidemment les conflits en Géorgie, avec l'Ukraine, et côté européen, enfin plutôt côté russe, un certain nombre de déceptions sur la façon dont l'Union européenne n'a peut-être pas suffisamment répondu aux attentes russes. Donc, pour moi, il y a eu un certain nombre d'occasions manquées. Et, pour revenir du coup sur la deuxième question sur le chat, sur le fait de dire qu'en effet, il faut d'abord avoir une politique de défense et une position diplomatique commune aux États européens. Je suis bien d'accord avec ça. C'est toute la difficulté qu'on a depuis la construction de l'Union européenne, qui a d'abord été pensée au départ comme une union économique. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une nécessité, et c'est un peu toute la volonté de Madame von der Leyen, la nouvelle présidente de commission, qui veut une commission géopolitique, et qui donc, avec une position diplomatique forte qui soit incarnée par Joseph Borrell. Je crois que c'est très compliqué de définir une ligne, mais on ne pourra jamais mettre tous les États européens d'accord. Ne serait-ce que parce que historiquement, les pays de l'Union européenne qui ont la plus forte tradition diplomatique, c'est la France, et puis c'était le Royaume-Uni, avec aussi les empires coloniaux. Donc, les pays qui ont un intérêt pour l'ensemble des régions du monde, qui ont des réseaux d'ambassades, de consulats, des traditions aussi là, dans les orientations et dans des rapprochements avec des zones géographiques. Il y a beaucoup de pays dans l'Union européenne qui ont des craintes qui sont d'ailleurs tout à fait justifiées vis-à-vis notamment de la Russie. Je pense par exemple aux Pays-Baltes, mais qui ont une tradition beaucoup moins forte et une opinion publique qui est peut-être beaucoup moins familière et curieuse de ce qui se passe dans beaucoup de régions du monde. Donc moi, je crois que la France doit proposer une lecture géopolitique des conflits, doit proposer un certain nombre d'orientations, et parmi lesquelles, moi, je crois qu'un dialogue plus renforcé avec la Russie, et ensuite, charge à elle de convaincre effectivement les partenaires. Mais ce n'est pas un sujet sur lequel on pourra avoir une unanimité ou même un consensus vraiment. Je crois qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait une vision qui émerge, qui soit portée pour des bonnes raisons, et en tout cas qu'il y ait une ligne qui soit définie, parce que sinon, l'Union européenne restera en effet un espace économique et un espace à la fois de prospérité et de paix, un modèle vraiment sur le plan des valeurs, mais pas un interlocuteur. Et même ce qu'elle souhaite aujourd'hui, qui est de défendre le multilatéralisme et toutes les organisations qui sont nées de l'après-guerre et qui ont contribué à maintenir cet état de paix. Pour atteindre ces objectifs-là, il va falloir avoir des actions et des positionnements très concrets sur les conflits et sur les différends, qui vont évidemment pas manquer, éventuellement être renforcés. Donc oui, c'est beaucoup de difficultés, mais à mon avis, il y a des opportunités à saisir, et il y a l'Union européenne, je pense, représente aussi et suscite aussi, on ne se rend pas toujours compte en France, beaucoup d'espoir dans le monde. Moi, j'ai travaillé sur un sujet qui est la politique européenne du voisinage, qui est un des leviers, un des outils de politique étrangère de l'Union européenne, à travers des fonds qui sont dirigés vers tous les pays avec lesquels elle partage une frontière maritime ou terrestre. Enfin, ça va un peu plus loin, mais voilà. Et dans ces pays-là, en Géorgie, en Azerbaïdjan, qui sont pourtant des pays, je pense notamment à l'Azerbaïdjan, qui sont assez éloignés de notre modèle politique, il y a une vraie fascination pour le modèle européen et pour ce que ça véhicule, en tout cas, comme horizon à atteindre. Donc, voilà, moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on abandonne ça, et qu'en effet, il faut qu'à un moment, on ait une ligne, parce que si on n'a pas de ligne, on ne peut pas emmener nos partenaires avec nous. Alors, merci beaucoup. Vous avez brillamment répondu à la deuxième question dans la foulée de la première. Je pense que nous allons vous laisser la parole, puisque la troisième question porte sur
sur l'adhésion, sur les négociations d'adhésion à l'Union européenne des pays des Balkans occidentaux. Donc peut-être qu'en tant que parlementaire, vous pouvez nous proposer des pistes de réponse, mais Tatiana Jean et Mathieu Duchâtel sont bien évidemment les bienvenus pour nous faire part de leur analyse sur le sujet. Enfin, peut-être. Alors, une politique coordonnée, ça, je ne saurais vous dire, notamment, j'aurais du mal à vous dire comment dire, le positionnement de la Chine dans cette zone-là. Je pense que Mathieu sera plus à même de vous répondre que moi. Sur la question de l'élargissement pour l'Union européenne, évidemment que pour la Russie, on l'a vu là encore, comment dire, c'est une zone, ça n'est plus un cordon sanitaire entre l'Union européenne et entre la Russie, mais c'est une zone où évidemment, on a vu là avec l'aide notamment apportée à la Serbie, je dirais de compétition entre des influences qui sont évidemment pas les mêmes. Donc pour la Russie, il n'y a évidemment pas un intérêt à ce que quelque part la zone d'influence et la zone de l'Union européenne s'élargissent, même si c'est moins un sujet aujourd'hui que ça ne l'a été. Mais voilà, je ne pourrais pas vous répondre sur la question de la Chine, et puis peut-être que Tatiana a des choses aussi à… Oui, pardon, c'est que sur les Balkans occidentaux, en fait, on a deux questions qui se sont télescopées. D'où la petite confusion, c'est les petits désavantages de la visioconférence. Tatiana Jean, si vous souhaitez… Oui, sur les Balkans, c'est pas trop mon domaine de compétence, en fait. C'est plus pour dire que en fait, le fond des divergences entre la Russie et l'Union européenne, c'est que la Russie a toujours réfléchi en termes très géopolitiques, stratégiques, militaires. C'est la culture, comme on dit, du glacis stratégique qui fait que la Russie ne souhaite pas que les pays qui sont notamment dans son voisinage proche, les anciennes républiques soviétiques, pour parler d'une manière encore plus claire, la Géorgie et l'Ukraine deviennent membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Ça n'a pas toujours été le cas pour l'Union européenne. La Russie a regardé cela plutôt d'une manière bienveillante, à la différence de l'OTAN, même si pour les pays baltes, elle n'a pas posé d'obstacle à leur adhésion en 2004. Mais donc, l'une des raisons quand même profondes de la guerre de 2008 en Géorgie, c'est cette option pour le pays, le désir, la volonté d'adhérer à l'OTAN. Et ça reste toujours le cas, même si, très honnêtement, cette mentalité, cette façon de penser l'espace semble aujourd'hui quelque peu obsolète et appartenir à notre siècle. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose de très ancré pour la Russie. Face à cela, l'Union européenne avait une réponse très normative en termes de soft power, en termes d'attraction, en termes de stabilisation de ses frontières, avec la propagation de ces normes démocratiques et libérales. Et donc, on ne parlait pas, la Russie et l'Union européenne, tout à fait le même langage. Et évidemment, c'est ça ce qui a clashé aussi en Ukraine. C'est tout le langage de l'Union européenne était de dire nous, on cherche la stabilité, la prospérité dans ces pays, on inculque nos normes, alors que les Russes disaient non, vous leur imposez les normes qui ne sont pas universelles et qui les amènent dans le camp qui potentiellement, et qui pas seulement potentiellement, hostile à la Russie. Donc, elle s'était opposée avec beaucoup de vigueur à cela, ce qui évidemment a provoqué aussi beaucoup d'indignation dans les pays qui souhaitent aussi défendre leur souveraineté, etc. D'ailleurs, ça concerne aujourd'hui même la Biélorussie. Les dernières nouvelles sont très intéressantes. Ce pays qui est très, très proche de la Russie cherche en réalité aussi à réduire les dépendances et commence à acheter même le pétrole venant des États-Unis et essayer de rétablir les relations avec l'Union européenne. La nature de ce régime est extrêmement est très particulière. Hein. On a vu aussi dans la gestion de la crise épidémique le refus du président Loukachenko de reconnaître l'existence de la crise et d'imposer officiellement les mesures du confinement. Mais voilà, c'est un autre pays potentiellement qui est quand même aussi entre la Russie et l'Union européenne. Il faut aussi rappeler qu'Emmanuel Macron
essaie de jouer le rôle de moteur dans l'Union européenne. Et il a lancé, à partir de l'été de l'année dernière, une nouvelle politique d'ouverture, justement pour parler des sujets stratégiques et pas seulement. Il avait aussi lancé le dialogue de Trianon entre les sociétés. Donc, les portes ouvertes ne manquent pas. Et néanmoins, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui restent dans l'impasse. La Russie n'arrive pas à entraîner l'Union européenne dans la négociation sur la stabilité stratégique, sur la reconduction des traités de limitation et de contrôle d'armement. Et l'Union européenne n'arrive pas à entraîner la Russie dans d'autres négociations qui sont importantes et prioritaires pour l'Union européenne. Il semble moins pour la Russie. Et le point où tout ça se croise, c'est évidemment l'Ukraine et l'Est de l'Ukraine. Il faut rappeler le processus de Minsk, qui, crise du Covid ou pas, a malheureusement très peu avancé. Et nous devions avoir un autre sommet dans le cadre du format de Normandie au mois d'avril, donc 4 mois après le sommet du mois de décembre, qui n'a pas eu lieu. Et les sommets virtuels ne semblent pas permettre l'avancée non plus. Nous en sommes toujours là et c'est un conflit qui potentiellement, encore un conflit qui risque de rester gelé dans l'espace post-soviétique. Merci beaucoup pour votre réponse très complète. On a 2 questions qui sont destinées à Mathieu Duchâtel. J'imagine que vous les avez vues, mais je les formule pour tout le monde. Oui. La première porte sur les routes de la soie et du coup sur, d'une part, les conséquences de la crise sur le projet des routes de la soie et même sur les conséquences d'un échec de ce projet pour la Chine, à savoir donc si les questions d'un échec de ce projet, pardon, j'ai été déconcentrée. Et la seconde porte sur les relations sino-russo-européennes dans la région arctique à la suite du propos de Tatiana Jean sur le projet Yamal LNG. D'accord. Il y a énormément de questions intéressantes et j'aimerais réagir aussi un peu sur ce qui a été dit précédemment. Très rapidement, en combinant avec les questions sur les Balkans, parce que elle permet de répondre aussi à la question sur les routes de la soie. Je pense que on le voit avec la Serbie, la relation Chine-Serbie. La Chine a investi dans le cadre du projet Route de la soie, là où il y a des pays ou des interlocuteurs qui sont prêts à travailler avec la Chine. En réalité, c'est aussi simple que ça. Là où il y a un espace, la Chine s'engouffre dans cet espace. Et il y a en particulier en Serbie, du fait de l'orientation politique de ce pays, du fait de l'histoire aussi, de la guerre du Kosovo, du bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade, un terreau particulièrement fertile pour la Chine, pour sa politique étrangère. Et elle le fait de manière, de mon point de vue, extrêmement bilatérale. Les routes de la soie, alors on est aujourd'hui évidemment pendant cette année 2020, après la crise du Covid-19 ou pendant la crise du Covid-19, à une période où le terme de connectivité n'a pas la même attractivité que ce qui était le cas la semaine dernière. Les frontières sont quasiment partout fermées. Quel va être l'impact sur le projet chinois? Il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais je crois qu'il y a des choses qui se dessinent. D'abord, c'est qu'il va y avoir des questions de rééchelonnement de la dette avec les crises économiques qui vont sévir. Et on le voit en particulier aujourd'hui de manière très claire au Pakistan, qui est l'un des pays qui a reçu le plus de prêts chinois dans le cadre de projets d'infrastructures labellisés Route de la soie et qui aujourd'hui tente de renégocier avec la Chine un rééchelonnement de sa dette. On en aura peut-être dans d'autres pays, mais en tout cas, c'est la direction que ça prend. Le président Xi a parlé de route de la soie, de la santé. J'ai l'impression jusqu'à présent que du fait de cette bataille des récits dont on parlait précédemment, le terme a finalement peu pris à part dans les pays qui étaient déjà extrêmement réceptifs à la diplomatie publique de la Chine. Donc je dirais qu'il y a vraiment des points d'interrogation assez importants sur la continuation des investissements chinois
dans des gros projets d'infrastructure sur le court terme et je dirais sur 2020, sur 2021. Et d'ailleurs, le terme est bien moins utilisé, bien moins mis en avant dans la politique étrangère chinoise aujourd'hui. C'était déjà le cas avant le début de la crise Covid-19, mais c'est entièrement le cas aujourd'hui. Pour rebondir sur le triangle Russie, UE, Chine, et sur ce qui a été dit précédemment, et en essayant d'inclure le projet Yamal LNG, moi, la manière dont je le vois, et je serais très intéressé d'entendre Tatiana Jean et Caroline Janvier sur cette question, c'est que ce triangle, le paramètre dans le triangle UE, Russie, Chine, d'un point de vue européen, c'est quand même avant tout la relation UE-Russie. Et c'est la question de ce que l'Union européenne peut offrir à la Russie qui pourrait avoir un impact sur la relation Russie-Chine. C'est un petit peu d'ailleurs l'idée de politique étrangère du président Macron et le reset, comme on a dit, dans la relation France-Russie, mais à l'échelon européen, avec toutes les questions que ça pose sur des approches aussi différentes que celles disons, de la France et de la Pologne sur un tel sujet. Mais moi, ce que j'observe, et je vais, je crois, assez dans le sens de Tatiana sur ce sujet, c'est que ce qui détermine véritablement le partenariat sino-russe d'un point de vue chinois, c'est aussi vraiment avant tout les questions géopolitiques et de sécurité. Pour moi, il y a un texte qui est véritablement fondamental dans la relation Russie-Chine, c'est le communiqué conjoint de 2016 sur la stabilité stratégique. C'est un point extrêmement intéressant parce que d'abord, ça met en avant bien sûr l'obsession chinoise et l'obsession russe pour les systèmes de défense antimissiles qui sont quand même vraiment au cœur de la question du positionnement de ces États dans les relations internationales, puisqu'on parle de l'avenir de leur dissuasion nucléaire. Donc on a là une très très forte convergence sino-russe sur ces questions. Et d'ailleurs, on a eu l'annonce à l'été dernier par le président Poutine que la Russie aidait la Chine à construire un système de détection et d'alerte avancée sur les tirs de missiles balistiques de longue portée, qui est véritablement une montée en gamme de la coopération sino-russe sur un domaine particulièrement sensible et stratégique. Donc très forte convergence sur ce sujet. Mais ce qui est pour moi particulièrement intéressant dans ce communiqué conjoint sur la stabilité stratégique, c'est justement que le communiqué conjoint n'est pas uniquement sur la définition première de la stabilité stratégique qui est la maîtrise des armements et le nucléaire, mais aussi sur une vision de l'ordre international et de la centralité, de la souveraineté et de la lutte contre tout ce qui est promotion des valeurs, disons, sur un mode printemps arabe. Je pense que l'affaire libyenne a été pour moi centrale dans la consolidation de la relation sino-russe et qu'on a une base extrêmement forte du point de vue chinois à cet égard, parce que la question stratégique de la dissuasion nucléaire, parce que la question de la relation de sécurité avec les États-Unis, parce que la question de l'avenir du régime politique sont plus importantes aux yeux de la direction, disons, du leadership chinois que les questions de gouvernance mondiale, de négociation commerciale. On a quand même une hiérarchie des priorités. Et quand on pense à cette hiérarchie des priorités, pour la Chine, la Russie est un partenaire extrêmement important. Alors ça m'amène à Yamal LNG et à la place de l'énergie dans la relation sino-russe. Je dirais deux, trois choses là-dessus. D'abord, alors je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vais dire aujourd'hui, mais je pense que je peux être corrigé par mes copanélistes si je dis une bêtise. Mais il me semble qu'on a beaucoup critiqué la Russie et Poutine en particulier pour avoir en position de faiblesse négocié Power of Siberia. Il me semble que c'était en 2015, en ayant eu un mauvais prix à l'époque sur le gaz naturel, sans d'ailleurs que personne ne sache quel est le coût exact que le contrat a finalement avalisé. Mais aujourd'hui, rétrospectivement, avec les baisses des coûts de l'énergie, finalement, on peut dire que c'était sans doute peut-être pas une mauvaise affaire pour la Russie de négocier des fournitures à un prix fixe à cette époque-là. Et c'est d'ailleurs le cas aussi d'une partie des contrats, si je comprends bien, LNG Yamal, qui sont des contrats de fourniture qui ne sont pas au marché spot. En fait, on a
un contrat d'approvisionnement de gaz naturel liquide à partir de Yamal signé par la Chine, qui se double d'ailleurs d'une construction par la Chine des méthaniers brise-glace qui sont construits en Chine, enfin, avec la Chine, les méthaniers russes. Et on a là un contrat qui finalement est à l'avantage des deux parties aujourd'hui et qui me semble résiste aux aléas du marché de l'énergie. Après, je dirais enfin sur Yamal, quelque chose de positif, c'est que c'est, d'un point de vue européen, un exemple assez réussi de coopération Chine-Russie-Europe, alors surtout Chine-Russie-France, c'est un point de vue un petit peu français, sur un projet qui fonctionne assez bien. On a une participation de Total plutôt sur les aspects technologiques. CNPC, le Silk Road Fund, qui ont apporté à la fois du financement et des garanties, des débouchés en réalité pour le LNG de Yamal. Et puis surtout, on a du gaz naturel qui va vers la Chine, mais qui va aussi vers l'Europe occidentale. Donc on est, et c'est assez rare pour le souligner, dans une situation de win-win-win. Merci beaucoup Mathieu Dujatel pour votre réponse sur la question et pour votre détour par les fondements du partenariat sino-russe. Tatiana Jean et Caroline Janvier, est-ce que vous souhaitez réagir, notamment du coup sur cette coopération win-win-win qu'on a sur le projet Yamal LNG? Est-ce que vous partagez cette analyse? Je voudrais rajouter quelque chose sur les relations économiques. Les relations commerciales sont très bonnes. Le président Poutine a fixé des chiffres qui semblaient il y a encore quelques années faramineuses et qui ont été non seulement atteints mais dépassés pour le commerce. C'est beaucoup plus décevant côté investissement. Et en réalité, le projet Yamal reste plutôt une exception que la règle. Il y a eu aussi les investissements chinois dans le Cibourg, c'est une autre entreprise de pétrochimie. Mais ce qui est intéressant, les Chinois ne sont pas pressés d'investir vraiment. Il y a quand même la question de corruption et du climat des affaires qui joue pour les investissements chinois, autant que pour les investissements européens. Quand j'ai été il y a 1 an et demi en Chine pour discuter beaucoup de la Russie et c'est dit d'une manière assez ouverte que voilà, les investissements ne sont pas peut-être à la hauteur des espérances russes, et ça, les Russes sont en effet déçus par les investissements à cause de la prudence côté chinois. Et par ailleurs, il y a aussi un autre point, les 2 projets dans lesquels la Chine a investi sont les projets qui sont très chers personnellement au président Poutine et qui sont liés à des proches de son entourage. Donc c'est aussi un investissement en quelque sorte politique. Donc ce qu'il faut observer, c'est comment vont se développer les investissements chinois en Russie par la suite. Il faut dire qu'il y a aussi un décalage entre les élites russes et tout le discours officiel et les sociétés il n'y a pas du tout la même entente. Je crois que c'est Caroline Janvier qui a eu la formule en disant le choix de cœur, il est pour l'Union européenne et le choix de raison, il est pour la Chine. Donc la population russe, elle est très claire là-dessus. Il y a pas mal de méfiance à l'égard de la Chine, même si l'image s'est énormément améliorée à travers, c'est reflété dans les sondages, à travers les années et d'une manière positive et surprenante, la crise du Covid n'a pas réveillé non plus les humeurs anti-chinoises, les demandes de fermer les frontières, etc. Ça est venu des autorités officielles et on n'a pas entendu toutes sortes de protestations, même sur les réseaux sociaux russes, de quelque tonalité anti-chinoise que soit. Et sur le partenariat énergétique, en effet, oui, c'est en 2014, il y avait beaucoup de débats sur le prix du pétrole. Est-ce que les Russes ne vont pas vendre finalement via la force de Sibérie à perte, pourvu qu'on puisse afficher une belle coopération politique. Et c'est toujours un paramètre qui reste un peu un point inconnu
pour moi. Néanmoins, la Russie prévoit la construction de la deuxième branche de Sibir. Cela veut dire qu'il y a quand même des perspectives devant cette coopération qui paraissent intéressantes et rentables à la Russie. Oui, peut-être pour compléter sur ce projet Yamal, moi je trouve que c'est intéressant parce que ça met en lumière quand même une des difficultés qu'on a sur les sujets de coopération avec la Russie, qui est le sujet des sanctions. Parce qu'au départ, le projet, c'était quand même de faire financer ce projet-là par des banques européennes ou si possible, des banques françaises. Le président qui était alors ministre de l'économie, Emmanuel Macron, s'était lui-même rendu sur place et avait essayé de donner des assurances aux banques françaises qu'elles ne tomberaient pas sous le joug des sanctions américaines pour le coup. Et la difficulté, c'est que la structure des banques françaises, qui ont beaucoup de filiales, notamment aux États-Unis, fait qu'elles n'avaient pas envie de prendre le risque de se retrouver finalement à payer des lourdes sanctions, comme ça a été le cas par exemple pour BNP. Donc il y avait une forme d'autocensure par peur justement de sanctions financières. Donc il y avait quand même une déception, même si Total évidemment a pour le coup maintenu sa coopération et donc est un acteur central de ce projet, mais que finalement la Chine a bénéficié de ce contexte de sanctions donc, qui ont été prises à la suite du conflit avec l'Ukraine et pour en fait étendre aussi sa zone d'influence et sa coopération avec la Russie. Et pour répondre à la question, je crois, il y avait d'un internaute sur le chat qui était en gros, quelle est l'attente de la Russie vis-à-vis de l'Union européenne ou non, ou de Mathieu peut-être plutôt. Moi, en tout cas, ce que j'entends très régulièrement, ce que me disent les interlocuteurs que j'ai, qui sont soit des acteurs politiques, soit des experts, soit des gens qui sont, russophiles ou qui connaissent bien la Russie, c'est d'une part un changement d'image. Ils ont le sentiment qu'il y a une forme de russophobie et de fantasme autour de toutes les activités qui sont pour le coup réelles, mais de désinformation, de manipulation des élections, et même parfois des opérations très isolées de hackers russes ou vous savez, récemment le Grivogate. Voilà, certains interlocuteurs ont pu mettre ça sur le compte de la Russie. Donc, il y a d'une part cette première attente-là, en tout cas, qu'on change de perception. Et c'est pour ça que la Russie investit beaucoup sur son soft power avec des médias comme Russia Today, voilà, dont on a beaucoup parlé en France lorsqu'ils se sont installés. Mais le deuxième point, ce sont les sanctions. Et c'est aussi, donc ce sont les sanctions pour le coup européennes, parce que les sanctions américaines, il existe une façon de les contourner. Et moi, j'ai un certain nombre de collègues je travaille avec eux sur ce sujet, qui est en gros de voir comment est-ce qu'on peut échapper à ce qu'on appelle l'extraterritorialité des sanctions américaines, le fait qu'une politique économique, diplomatique décidée aux États-Unis impacte en fait finalement toutes les entreprises au monde, au détriment évidemment de ces entreprises et en faveur des entreprises américaines qui récupèrent les marchés que les entreprises européennes perdent. Donc c'est en fait un outil commercial très puissant pour les États-Unis, au-delà d'un outil diplomatique. Mais bon, donc le sujet des sanctions, il est évidemment, c'est un vrai sujet de tension pour les Russes, mais c'est aussi un sujet de tension pour les entreprises françaises ou européennes qui sont installées en Russie. Et moi, quand je rencontre les chefs d'entreprise à Moscou, ils me disent qu'en réalité, ils sont pénalisés par finalement les institutions qui devraient les aider et que tous les marchés qu'on a perdus à la suite de ces sanctions, enfin plutôt des contre-sanctions russes en réponse aux sanctions européennes, et ben voilà, ce sont des marchés qui sont perdus, c'est des niveaux de coopération qui sont amoindris. Donc ça me paraît un sujet très concret qui permettrait un rapprochement entre, en tout cas, l'Union européenne, mais là encore, c'est conditionné évidemment au respect des accords de Minsk, donc c'est une situation qui est évidemment éminemment complexe. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour vos réponses à ces questions qui ont été extrêmement précises et enrichissantes. Puisque nous avons promis de vous libérer à 19h, je vais vous laisser peut-être dire un mot
de conclusion, chacun si vous le souhaitez, avant de passer la main à Thomas, qui pourra conclure ce diplôme-là. Peut-être peut-être Caroline Janvier sur votre principal message, si je le résume bien, qui était au sujet de la nécessité pour l'Europe de s'inscrire dans une vision claire et dans une politique active, ou quel que soit le mot que vous souhaitez apporter pour la fin. Oui, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour l'organisation de ce Diplolab. Merci beaucoup, Thomas. Et puis, moi, j'étais ravie d'échanger avec des experts comme Mathieu et Tatiana qui maîtrisent parfaitement leur sujet, ce qui n'est pas mon cas, enfin, de façon moins précise, évidemment. Et oui, moi, effectivement, ma conviction et en tout cas mon combat politique, c'est deux choses. C'est d'une part que l'Union européenne soit, comment dire, assume son rôle de modèles et finalement d'interlocuteurs stratégiques clés dans les conflits qu'on aura à gérer et qui existent déjà dans le monde. Et la deuxième chose, c'est qu'on clarifie notre relation avec la Russie, avec lequel nous ne devons évidemment pas faire preuve de naïveté, parce qu'il y a des tentatives de déstabilisation de nos modèles, il y a des tentatives de division, il y a un modèle interne en matière que ce soit sur la façon dont les oppositions, qui n'existent d'ailleurs pas, mais enfin, il y a un modèle politique en tout cas qui n'est pas le nôtre. Cela étant, je crois qu'il faut qu'on ait une relation qui soit plus régulière, plus franche et qui soit, sur certains points, notamment sur les zones de conflit, plus stratégique. Un grand merci, Caroline Janvier, pour ce dernier mot. Thomas, si tu souhaites conclure. Oui, merci. Merci à tous les trois. Je pense que le débat extrêmement riche et aussi complexe méritait d'être tenu de la façon dont on l'a fait, c'est-à-dire en mettant l'enjeu de notre relation avec Pékin, l'enjeu de la relation avec Moscou dans la même main. On a souhaité avoir ce débat sur la politique étrangère de l'Union européenne à la fois dans la relation avec Moscou et la relation avec Pékin, parce qu'on le voit, vous l'avez décrit, la Russie comme la Chine sont aujourd'hui à la fois des interlocuteurs stratégiques, que ce soit sur les questions de sécurité ou sur les questions de commerce, et à la fois des adversaires politiques, avec cette bataille de narratifs qui se dessine, qui est, j'ai tendance à croire, seulement la face visible d'un iceberg plus profond, avec une diplomatie alternative qui s'affirme de plus en plus, voire qui devient intrusive pour affirmer et promouvoir un contre-modèle, et que de la même manière que la Chine et la Russie sont à la fois des interlocuteurs stratégiques et des adversaires politiques, les deux puissances sont des rivaux globaux. Pas besoin de refaire l'histoire de la deuxième partie du XXe siècle pour voir qu'en plus d'avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sont parmi les quelques rares très grandes puissances qui ont un réseau diplomatique universel qui est capable de projeter globalement une politique étrangère affirmée avec une doctrine globale. La Chine a mis un peu plus de temps à se développer et se déployer comme telle, mais la crise qu'on a observé à l'OMS sur la situation de Taïwan prouve que maintenant la Chine a des lignes fortes, parfaitement claires à l'échelle internationale et les projette dans l'ensemble des systèmes onusiens par ses capacités universelles. Donc on a souhaité aborder à la fois la relation avec la Chine et avec la Russie dans une même main parce que précisément ce sont à la fois des interlocuteurs stratégiques et adversaires politiques et en même temps des rivaux globaux. Aujourd'hui, ce sont deux rivaux systémiques distincts. Je rejoins le propos conclusif de Caroline sur le fait qu'il faut veiller au grain pour que ça ne soit pas demain seulement deux rivaux systémiques, mais une alliance de deux rivaux systémiques, ce qui rendrait la chose extrêmement plus délicate pour l'Union européenne. Et c'est pour ça aussi que Mathieu a eu la très bonne intuition de revenir aussi sur la relation sino-russe en tant que telle, qui, indépendamment de la politique étrangère de l'Union européenne, se développe. On a publié très récemment un papier sur la coopétition entre
Pékin et Moscou, pour comprendre comment est-ce que ce trinôme Bruxelles, entre guillemets, pour faire une fiction géographique, Pékin et Moscou pouvaient évoluer. Mais effectivement, il y a la matière à faire des observations plus fines. C'est pour ça que, et j'en terminerai par là, on va réitérer l'exercice de façon relativement régulière pour suivre ce sujet comme l'huile sur le feu. On aura l'occasion de revenir sur le sujet avec un autre parlementaire qui, aux côtés de Caroline, travaille sur ce sujet-là, en l'occurrence Guo Tan, qui est député de Paris et qui est président du groupe France-Chine. On va voir si c'est au mois de juin ou plutôt à la rentrée de septembre qu'on progressera sur ce sujet. Évidemment, on continue de travailler avec les meilleures analystes sur ce sujet, que ce soit à l'IFRI ou à l'Institut Montaigne, et on aura l'occasion de revenir sur ce point en particulier avec un praticien qui a officié comme diplomate dans les deux capitales, en la personne de Jean-Maurice Ripper, qui vient récemment d'être élevé à la dignité d'ambassadeur de France et qui a été en poste pour la France à Pékin comme à Moscou et par ailleurs aux Nations Unies par le passé et à Ankara pour l'Union européenne. Donc voilà, on va revenir régulièrement sur ce sujet qui mérite une attention très très particulière, aussi pour permettre aux parlementaires de se saisir à plein régime de la question. Donc un immense merci Tatiana, Mathieu, Caroline d'avoir pris le temps de débattre avec nous ce soir. Merci beaucoup à Juliette d'avoir préparé et animé cet échange et à vous tous d'avoir été présents ce soir. À très bientôt. Le prochain Diplolab d'Open Diplo, il est dans peu de temps. Il est demain soir, si ma mémoire est bonne. Et il porte sur les violences faites aux femmes accentuées en période de Covid. Rien à voir avec le sujet de ce soir, mais étant donné que c'est un sujet d'attention internationale à l'heure où la France va accueillir le Forum Génération Égalité des Nations Unies, on a monté un autre événement sur ce sujet avec nos partenaires de l'ambassade du Canada, dont la capitale est très active sur ces sujets d'égalité femmes-hommes et de protection des femmes. Voilà pour le message de conclusion. Encore un grand merci à vous tous. Et Juliette, je te repasse la parole au cas où il y avait la moindre chose à ajouter que j'aurais oublié. Non, merci à tous. Je vous remercie à mon tour pour votre participation et pour les excellentes questions que vous avez posées. Comme il est de coutume, je pense que Marie Sixte va faire une petite capture d'écran qui remplace la traditionnelle photo de fin de conférence. Donc peut-être que tout le monde peut allumer sa caméra pour qu'on garde une trace matérielle et non pas intellectuelle de nos échanges. Et merci beaucoup aux organisateurs et aux participants. Alors, je vous propose, je fais la photo la capture d'écran à 3. 1, 2, 3. Magnifique. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci à tous.